Un seul chiffre, c'est parfois tout ce qu'il faut pour décider du sort d'un investissement. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des outils les plus célèbres, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, l'un des plus mal compris de toute la finance. Ah, la voilà, la question à 1 million. Est-ce que cette action est une bonne affaire, une pépite, ou est-ce que c'est un piège qui va se refermer? C'est la question que tout le monde se pose. Et pour tenter d'y répondre, bien souvent, le premier réflexe, c'est de se tourner vers un seul et même indicateur. Et cet indicateur, c'est lui, le fameux ratio cours sur bénéfice, qu'on appelle plus simplement le PER. C'est un peu la star des ratios, celui que tout le monde regarde pour savoir si une action est chère ou pas. Mais qu'est-ce qu'il nous dit vraiment? Alors, c'est parti. Décortiquons la bête. C'est quoi, au juste, ce fameux PER et comment ça fonctionne? Pour faire simple, le PER, c'est une manière de répondre à la question: combien est-ce que je paye pour 1 € de profit que l'entreprise génère? C'est tout. Le calcul, il est assez direct, on prend le prix de l'action et on le divise par le bénéfice net par action. Donc, si une entreprise a un PER de 20, ça veut dire que pour chaque euro de bénéfice qu'elle fait, eh bien les investisseurs sont prêts à payer 20 €. Ok, mais là où ça se complique un tout petit peu, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une seule PER, mais deux principaux. D'un côté, on a le PER historique. Lui, il regarde dans le rétroviseur. Il se base sur les bénéfices de l'année passée, des chiffres bien réels, publiés, vérifiés. C'est du solide, du concret. De l'autre côté, on a le PER prévisionnel. Lui, il regarde vers l'avenir. Il utilise des estimations de bénéfices futurs. Alors c'est super intéressant parce que ça anticipe la croissance, mais, et c'est un grand mais, ça reste des prévisions. Et des prévisions, par définition, ça peut être complètement à côté de la plaque. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la grande question, c'est comment on interprète ce chiffre. Et là, attention, parce qu'il y a des petites règles, des espèces de règles du pouce qui circulent partout, et on va voir ensemble pourquoi il faut vraiment s'en méfier. Allez, premier cas d'école, un PER qu'on va qualifier de élevé. En général, on dit ça quand il dépasse 25. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, un PER élevé, c'est un peu une pièce à deux faces. Pile, le marché est euphorique, il pense que l'entreprise va exploser ses résultats, que la croissance va être fulgurante. Face, l'action est tout simplement surévaluée. C'est une bulle, c'est trop cher, et ça risque de mal se finir. Optimisme ou surchauffe, difficile à dire juste avec ce chiffre. Maintenant, passons à la zone du milieu, on va dire. La fourchette entre 15 et 25. C'est là qu'on retrouve une bonne partie des entreprises cotées. Cette zone, c'est souvent considéré comme une valorisation, disons, raisonnable. C'est le terrain de jeu des grosses boîtes, bien établies, stables, qui ont fait leurs preuves, mais qui ne vont pas non plus doubler de taille tous les ans. Et enfin, le cas qui fait briller les yeux de certains, le PR faible, en dessous de 15. Là, les chasseurs de bonnes affaires sortent leur alarme. Mais est-ce que c'est vraiment toujours une aubaine? Et là encore, c'est pile ou face. Soit c'est la perle rare, l'action oubliée par le marché, sous-évaluée, une opportunité en or. Soit c'est un drapeau rouge, un signal que le marché sent des problèmes arriver. Des profits qui vont chuter, une dette qui devient inquiétante, bref, des difficultés à l'horizon. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, au point le plus important de toute cette analyse. Un PER, en soi, n'est ni bon ni mauvais. Pris tout seul, ce chiffre ne veut presque rien dire. S'arrêter à c'est haut ou c'est bas, c'est la meilleure façon de se tromper. Le vrai secret, la clé de voûte de toute l'analyse, c'est le contexte. Et le tout premier contexte à regarder, c'est le secteur dans lequel l'entreprise évolue. Du coup, reposons la question. Un PER de 25, c'est élevé? On commence à comprendre que la réponse est loin d'être un simple oui ou non. Et voilà pourquoi. Pour une boîte dans la tech, un PER de 25, c'est presque la norme. Pourquoi? Parce que tout le monde s'attend à une croissance folle. Mais ce même PER de 25 pour une banque, ce serait absolument délirant. Chaque secteur a ses propres codes, ses propres standards de valorisation. Comparer une banque à une start-up de la tech avec le même PER, ça n'a tout simplement aucun sens. En fait, tout se résume à une chose, la croissance. Pour une entreprise en pleine explosion, un PER élevé, c'est normal. Les investisseurs payent aujourd'hui pour les bénéfices qu'ils espèrent demain. À l'inverse, pour une entreprise mature dont la croissance est faible, eh bien, un PER bas est tout à fait logique. Personne n'a envie de surpayer des bénéfices qui risquent de stagner. Mais attention, même en comparant des entreprises du même secteur, le PR a des défauts, des angles morts, et il est absolument crucial de les avoir en tête. Alors, voici 4 points à vérifier systématiquement. D'abord, méfiez-vous des profits exceptionnels. Une entreprise qui vend une usine,
hop, ses bénéfices explosent sur un an et son PER chute artificiellement. C'est trompeur. Deuxièmement, le cycle économique. Dans des secteurs comme l'automobile, le PER peut paraître très bas au sommet du cycle, juste avant que tout s'effondre. C'est un piège classique. Troisième point, et c'est sans doute le plus important, la dette. Le PER s'en fiche complètement. Et enfin, la compta. Les bénéfices, ça peut se cuisiner un peu. Il faut toujours jeter un œil critique. Alors, tout ça, est-ce que ça veut dire que le PR est bon à jeter? Non, pas du tout. Il faut juste le voir pour ce qu'il est. Un premier outil, très utile, mais qui doit faire partie d'une boîte à outils d'analyse beaucoup plus complète. Et dans cette boîte à outils, on trouve d'autres ratios très intéressants. Par exemple, le price to book, qui compare le prix aux actifs de l'entreprise. Très pratique pour les banques ou l'industrie. Il y a aussi le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Lui, il est génial parce qu'il inclut la dette dans son calcul. Et enfin, le PEG, qui est un peu un PER amélioré, il met le PER en relation avec la croissance attendue. Parfait pour les valeurs de croissance. La conclusion de tout ça, elle est simple. Il n'y a pas de ratio magique, il n'y a pas de formule parfaite. Une analyse sérieuse, une analyse robuste, ça consiste toujours à croiser les regards, à utiliser plusieurs indicateurs pour se forger une conviction. Finalement, la valeur d'une entreprise, c'est bien plus qu'un simple chiffre sur un écran. Le PER, c'est un excellent point de départ, une porte d'entrée. Mais ce n'est que le début de l'enquête. La vraie question, c'est, au-delà des ratios, où se cache la véritable valeur ?